أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الطلبة والطالبات. نحن الآن مع ورق الرق le parchemin، وإن شاء الله سنعرض عليكم مقطع فيديو يتناول مراحل صناعة هذا الورق. تابعوه باهتمام. نلتقي إن شاء الله بعد المقطع. Bonjour Jean-Pierre et Anne-Marie Nicolini. Merci de nous accueillir ce matin au centre d'activité du parchemin et de l'enluminure. Ce n'est pas un secret que de dire que vous êtes parcheminier depuis une trentaine d'années. Jean-Pierre, je vous propose qu'on nous rejoigne l'atelier et que vous nous fassiez voir comment on fabrique du parchemin. Je vous laisse passer derrière vers les pelins. On appelle ça un pelin, c'est pas des cuves, c'est pas des baquets, c'est des pelins. Alors ça, c'est pas une peau, c'est une dépouille. Le terme de peau n'existe pas en parcheminerie ou en tannerie. Là, on a une dépouille qui va devenir un blanc, qui va devenir un parchemin. C'est une peau de quoi? De chèvre, une chèvre blanche. Peau de chèvre blanche. Qui a été donc tuée parce qu'elle n'était plus rentable. Elle ne donnait plus de bébés, elle ne donnait plus de lait. Alors ça, donc c'est une dépouille qui va passer sur les opérations dites de chevalet. C'est-à-dire qu'elle va être dépoilée et bourrée. Enfin, on va faire les opérations, ça sera plus simple. La particularité de cet atelier, c'est que dans un espace relativement restreint, on a toutes les opérations successives. Là, nous arrivons... Opération dite de chevalet. Alors l'opération de chevalet, la première, c'est de dépoiler. En termes de métier, on appelle ça ébourer. Alors voilà, par exemple, non pas un couteau, mais un fer. Il n'est pas souple, il ne coupe pas du tout, et il s'emploie d'une façon très ergonomique, de telle façon que nous allons donc dépoiler, c'est-à-dire ébourer. Alors voilà donc un fer à ébourer. L'opération peut être assez rapide, assez impressionnante. On a l'impression que ça va tout seul. Ah, oui. En termes de métier, donc ça, c'est pas du poil, c'est de la bourre. Alors évidemment, il y a encore un peu d'eau dedans, voilà. Une peau, c'est une véritable éponge. La surface qu'on obtient après l'ébourrage, c'est-à-dire le dépoilage, pour les non-initiés, voilà, ça s'appelle la fleur. Une fois qu'on a ébourré, c'est-à-dire dépoilé un côté, qui s'appelle la fleur, on retourne la peau et on va s'attaquer cette fois à l'écharnage. Ce côté-là s'appelle la croûte. Cette fois, on a des fers qui sont dits à écharner, donc on s'aperçoit qu'ils sont droits et ils coupent, ce qui entraîne qu'il faut être assez précautionneux, assez méticuleux. Écharner, ça veut dire qu'on enlève soigneusement tout ce qui est résidu de chair, de muscle, de graisse qu'il y a sur ce côté de la peau. Alors l'opération peut prendre une bonne demi-heure des fois parce que c'est précautionneux. Il faut y aller extrêmement doucement pour ne pas couper, pas faire de trous. Voilà une surface qu'on appellera le miroir. Après l'opération d'ébourrage et d'écharnage, la dépouille est appelée un blanc. Et cette dépouille, on va l'emmener sur une autre opération à suivre qui est le cadrage. Alors ceci est une table de cadrage. Le cadre est mis sur une table. Et ceci est une table d'édossage. Donc il n'y a pas de tablier, il n'y a pas de plateau. Alors les deux opérations sont conjointes, c'est-à-dire qu'on cadre la peau sur le cadre avec des ficelles et des pinces, parce qu'on est moderne. Et puis à côté, on va faire autre chose, qui s'appelle l'édossage. Alors on cadre nord, sud, est, ouest. C'est-à-dire qu'on s'occupe d'abord d'ici, et ensuite on s'occupe de l'autre point cardinal, c'est-à-dire est-ouest. Après quoi, pour mettre la peau vraiment au carré en quelque sorte, enfin c'est plutôt un rectangle, on va s'occuper donc des angles de la peau cette fois, les 4 angles de la peau.
Jean-Pierre, Anne-Marie, on peut dire que vous avez des gestes ancestraux. Ici, nous avons donc des pinces métalliques, Articulé. articulées. Voilà. Je suppose que à l'origine, nous n'avions pas ces pinces-là. Alors, Avec quoi on tendait les peaux? Chez les Romains, on n'avait rien du tout. Et puis chez les médiévaux, au Moyen-Âge, on avait des barrettes qu'on enfilait dans le bord de la peau, et non pas des belles mécaniques sophistiquées comme ça, qui datent donc du début du XXe siècle. Sans vouloir faire un vilain jeu de mots, on va dire qu'on change de cadre. C'est de la chaux? Non, non, c'est de la craie. Mais on n'est pas loin parce que c'est de la chaux éteinte. Alors expliquez-nous. C'est pas dur, la craie, tout le monde la connaît, sous la forme d'un bâton de craie pour écrire au tableau. Elle est blanche, c'est-à-dire que pour nous, elle est blanchâtre. Alors en premier, ça va blanchir, parce que le parchemin n'est pas blanc. Une peau, c'est pas blanc. Une peau, c'est translucide, donc ça va blanchir. Autrement dit, ça va opacifier. Deuxièmement, quand on va frotter, avec donc des fers qu'on appelle fer à édosser, parce que l'opération, ça s'appelle édossage, parce qu'on s'adresse au dos de la peau. D'accord. Donc ceci est un fer à édosser, ça ne coupe pas. Ceci est également un fer à édosser, d'une autre manière, voilà. Et ça sert donc à, mine de rien, poncer un petit peu. On ponce un petit peu. Donc on opacifie, parce que la craie pénètre le parchemin, elle le rend blanc. On donc ponce, très vaguement, mais après on va encore faire un ponçage, la pierre ponce. Quand même, plus fin, beaucoup plus fin. Et on dégraisse, parce qu'une peau, c'est un ramasse-graisse. Une peau de mouton, c'est très gras, et une peau de Et chèvre, donc la c'est craie va également... absorber. Et la craie va absorber. Finalement, le Et gras voilà de pourquoi, la donc, peau. cette craie qui a servi, D'accord. on a l'impression de pâte à modeler un peu. Ah ouais. Parce qu'elle est bourrée de graisse. Donc ça s'appelle édossage. C'est fait relativement méticuleusement. Alors la surface qu'on obtient, elle doit être relativement blanche, opacifiée, dégraissée et quelque peu poncée. Si on frotte trop, on risque de casser la peau quand même. Hein. Non, parce que le fer ne coupe pas. Le fer ne coupe oui, pas. d'accord. Cependant, donc, ce qu'on risque par contre, c'est d'aller trop loin et désorganiser donc les fibres de la peau. Oui. Et donc il faut presser juste assez, pas trop. Ouais. Au pire, lors du séchage, la peau sera gondolée. Et donc impropre à la consommation. Justement. Donc c'est une opération à mener avec circonspection, en fait, lenteur. Et on suppose, nous, qu'au Moyen-Âge, les gens, quand ils avaient fait cette opération-là, ils en faisaient 5 par jour, quoi. Donc ça, c'est une pierre ponce qui est naturelle, bien sûr, qui a été donc sciée dans un bloc de pierre ponce. Et le ponçage, très très important, donc, c'est pour donner un aspect de coquille d'œuf, en quelque sorte, à cette peau. Donc c'est pas un aspect gratteux comme du papier à dessin, c'est un aspect coquille d'œuf, c'est-à-dire relativement, qui semble lisse, mais qui ne l'est pas, parce qu'il est grainé. Alors le ponçage, c'est comme ça, et sûrement pas comme ça. Parce que là, ça fait des rayures sur le parchemin, et quelqu'un qui arrive après avec son petit morceau de parchemin avec une plume d'oie, ça fait squitch, 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 donc c'est pas bon. On a fait l'expérience, nous, pour donner l'historique, eh bien, on met à peu près 1 heure par face, parce que bien sûr, il y a 2 faces, il y a l'autre côté à faire aussi. Nous qui travaillons pour vendre du parchemin, c'est commercial, il est entendu qu'on ne ponce pas 2 heures à la pierre ponce, on ponce donc environ 10 à 15 minutes à la ponceuse électrique, c'est évident. C'est un outil coupant, bien sûr, un cutter, ça pourrait être un couteau, mais là, bon, ça coupe vachement bien, donc je prends ça. Alors je vais sortir la peau, maintenant qu'elle est finie, la peau entière. Alors on insiste bien, nous les parcheminiers, une peau c'est extrêmement fin. Ce n'est pas un morceau de carton. Dans l'histoire anecdotique de la parcheminerie, là, nous sommes devant quelque chose de curieux et qu'on ne voit pas tous les jours, Jean-Pierre. Eh bien là, aussi curieux que ça paraisse, c'est une peau de chèvre, ce n'est pas un veau, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors c'est une chèvre qui avait 15 ans. Et effectivement, elle a l'air colossale comme ça. Alors ces peaux de chèvre là, justement, qui étaient immenses comme ça, elles servaient assez curieusement pour couvrir des hélices d'avion. Les avions montaient relativement haut, et donc les hélices gelaient. Et quand elles gelaient, les hélices cassaient. Et c'était en quelque sorte l'antigel des pales d'hélice. Je vais simplement rappeler que depuis l'abattoir où on récupère les peaux et lorsqu'on les met dans les pelins, jusqu'à l'ébourrage, et bien là, il va se passer environ 3 semaines. Environ 3 semaines, oui. Et puis, de l'ébourrage jusqu'à l'opération finale, qui est donc le découpage de la peau, eh bien, environ 3 heures. 3 heures de boulot effectif. Nous allons quitter maintenant l'atelier de fabrication pour nous rendre juste à côté au librarium. C'est un endroit où finalement on découvre ce que l'on fait avec le parchemin, des choses tout à fait différentes. Là, j'ai un abat-jour, c'est certainement pas l'utilisation la plus importante. C'est pour démontrer que le parchemin est très malléable.
Au Moyen-Âge, voilà l'utilisation, donc c'est-à-dire le livre qu'on appelle le codex, ou le livre qu'on appelle donc le rouleau, hein, le volumène. Voilà. Ça, c'est l'utilisation médiévale, là, voilà. Alors on voit que quand on a un grand bouquin, on ne fait pas grand-chose dans une page, dans une feuille de parchemin. Parce qu'on fait des doubles pages. D'accord. Qui sont cousues par le milieu. Et non pas des pages simples, contrairement à ce que tout le monde croit. C'est toujours des doubles pages. Alors les doubles pages sont rangées en cahier. Et voilà par exemple ce qu'on appelle un in-octavo. D'accord. Voilà. Alors on peut voir ça. Il y a 16 pages. Ceci à la caméra. Et donc le codex, c'est ça, on tourne les pages qui sont numérotées. Hein. Alors que le volumène, donc, enfin là, on feuille donc le rouleau. Le rouleau, alors donc, beaucoup moins pratique quand même. Hein. Ben, tellement pas pratique que ce n'est pas un livre. C'est une mémoire. C'est une mémoire qui doit être consultée parce que pour trouver la page 144, ben, c'est très difficile. Donc ce n'est pas réellement un livre. Il y a un autre support qui a été utilisé avec le même principe, c'est le papyrus. Le papyrus égyptien, tout à fait, qui est une matière végétale et qui donne une espèce de papier, considérons ça comme du papier. Alors le papyrus est très combustible, ce qui fait que les anciens n'aiment pas ça. Quand ils veulent conserver quelque chose, ils prennent du parchemin qui est quasiment incombustible. Le papyrus, d'autre part, pourrit. C'est végétal. Le parchemin ne pourrit pas. Par contre, ce qui a dévasté les livres en parchemin ou en papyrus, peu importe, c'est la dévastation humaine, bien sûr. Je vois une feuille là, vous pouvez me donner quelques explications? Alors ça, c'est une double page extraite d'un antiphonaire ou d'un graduel qui a été fait au Mans, d'ailleurs, au XVe siècle, 1420 par là. Et voilà ce qu'on appelle au fait du chant grégorien, où il y a les 4 lignes rouges sur lesquelles il y a des petites notes carrées. Voilà ce qu'on appelle communément un chant grégorien. Voilà. Alors nous, on appelle ça donc un graduel ou un antiphonaire. C'est un ordinaire de la messe. Et c'est donc un 15e siècle très typé, avec l'enluminure dite gothique et l'écriture dite gothique sur les partitions, ben, ce qu'on appelle généralement le grégorien. On entend souvent le terme du papier velin. Du velin, en fait, c'est du parchemin. Mais au lieu d'être de mouton et de chèvre, il est de veau mornay. Ça a été inventé probablement par les Hébreux au Xe siècle avant Jésus-Christ. Et le velin, donc, normalement, devrait recouvrir l'appellation de veau mornay parcheminé. D'accord. Voilà. Alors, papier velin, c'est parce qu'il offre la caractéristique du velin, c'est-à-dire un claquant. Je vais, c'est ouvert, ouvrir cette valise pour découvrir, oh là là, magnifique. Ce n'est pas très solide. C'est même assez fragile parce que ça comporte une couverture qui est ouvragée. Ça pèse lourd. Et puis quand on le pose, eh ben, il faut avoir certaines précautions. Il y a un lacet, 2 lacets. Et c'est fermé comme ça parce que ce livre, normalement, n'est pas vertical, il est horizontal. Et donc, il faut le tenir fermé. 99% de son temps, il est fermé. Et puis voilà, donc 1% de son temps où il est enfin ouvert. Alors là, pour l'amoureux du papier que je suis, c'est un immense Alors, moment. entièrement en parchemin, entièrement enluminé, calligraphié à la main, 5000 heures de boulot. Le trou en relief. Voilà, Voilà, on voit bien. Et lorsqu'on rabat la page, on découvre le trou qui vient se juxtaposer sur le lion. Là, on voit bien. La page de gauche, et bien on voit ici le lion qui vient se loger dans le trou. Nous arrivons au terme de notre visite. Pour cette racontote, c'était un réel plaisir de participer à cette découverte de l'histoire du parchemin. Nous souhaitons évidemment vous ayez beaucoup de visiteurs et je vous encourage à continuer. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Merci. Au revoir. وهكذا رأيتم طريقة صناعة الرق من البداية حتى إلى النهاية. أشكركم على حسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.